Et comme c'est de plein droit, ben, il fallait faire entrer ces redevables dans une catégorie pour lesquels on allait considérer qu'ils étaient des hôteliers. Donc on s'est dit, hein, c'est nous qui avons inventé le dispositif ancien, pour faire plaisir aux investisseurs, pas pour aller taxer des opérations qui sont exonérées, pour le contraire, pour leur dire, si vous vous comportez comme des hôteliers, vous serez assujettis à la TVA et donc vous pourrez récupérer la taxe sur les investissements que vous faites. Voilà ce qui s'est passé. Et on a inventé cette histoire des 3 prestations sur 4 pour dire quand vous réaliserez 3 prestations, soit le petit déjeuner, le ménage, le linge et l'accueil, 3 prestations offertes, eh bien vous serez en TVA. Et donc vous pourrez récupérer. Et quand vous regardez la jurisprudence concernant ces questions, ce que recherche l'administration fiscale dans ces rectifications, c'est de considérer que le loueur n'est pas assujetti à la TVA parce qu'il ne rend pas 3 des 4 services. Et que quelquefois il ne fait que les proposer sans les rendre. Et que donc on recherche le non d'assujettissement pour aller rechercher la remise en cause du droit à récupération. C'est juste ça qu'il faut comprendre. Quand on a compris ça, ben on sait pourquoi il y avait des discussions de la jurisprudence pour dire est-ce que vous offrez bien le petit déjeuner, et notamment à la Cour de Marseille, parce que nous sommes à Marseille, il y a eu une décision assez intéressante où le contribuable disait moi je propose le petit déjeuner, mais personne n'en veut. Le Marseillais est particulier, hein. Et donc, personne n'en veut. Et il est tombé sur un autre qui a regardé, et il s'est aperçu qu'il n'y avait rien comme achat susceptible de permettre d'avoir un petit déjeuner. Pas de café, pas de chocolat, pas de sucre, pas de lait, rien. Jamais d'acquisition. Et donc, la Cour de Marseille a dit, ben oui, vous n'avez pas proposé le petit déjeuner, parce que vous n'avez jamais acquis le moindre condiment qui permettait d'offrir un petit déjeuner et vous avez donc perdu la récupération de la TVA. Oui, voilà un petit exemple qui montre ce que l'on cherchait. Alors, tout ça fonctionnait relativement bien jusqu'au moment où je ne sais qui a posé une question au Conseil d'État pour lui dire est-ce que ce dispositif qu'on a mis en place, les 3 services sur 4, est-ce que c'est bien conforme à la transposition de la directive européenne qui traite de la TVA sur les logements en meublé. Et là, le Conseil d'État, dans une décision, un avis que vous avez sans doute regardé à l'été, ben, il dit peut-être que ce n'est pas comme ça qu'il convenait de raisonner. Peut-être fallait-il juste se poser la question de savoir si le loueur était en concurrence ou non avec un hôtel. Et que peut-être on n'a pas besoin d'avoir 3 des prestations pour être en concurrence avec un hôtel. Ou bien on peut avoir 3 ou 4 prestations sans être en concurrence avec un hôtel. Parce que ce n'est pas les mêmes conditions. Et notamment, il a fait allusion à la durée de la location. Voilà. Et il a dit, ben, tout ça c'est très intéressant, mais il s'agit que l'administration puisse... cas par cas, apprécier pour savoir si c'est taxable ou pas. Autant vous dire que si l'administration devait apprécier cas par cas si c'était taxable ou pas taxable, c'était impossible. Ce qui fait qu'il a fallu légiférer. Et on a modifié l'article. Quand on regarde les modifications, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin de ce qui existait déjà. On a mis 3 cas d'assujettissement obligatoire à la TVA, et notamment pour la para-hôtellerie. Premier cas, prestation d'hébergement fournie dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire, et là on est conforme à ce que demande le Conseil d'État, est-ce qu'on est en concurrence avec un hôtel? Et le texte ajoute une condition de durée. La condition de durée, c'est des locations qui n'excèdent pas 30 nuitées. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais l'idée c'est que quand on va à l'hôtel, on n'y reste pas plus de 30 jours.
sauf cas particulier. Le consommateur moyen de chambre d'hôtel ne reste pas plus de 30 nuitées à l'hôtel. Il peut y avoir des consommateurs qui adorent l'hôtel et qui restent toute l'année. Ce n'est pas pour ça que la prestation ne sera pas taxable, mais ça, c'est pour faire plaisir au Conseil d'État. On a dit, on va mettre une condition de durée, puisqu'il nous l'avait dit. Mais quand on aura fait cette première observation, il faudra toujours rendre au moins 3 des 4 prestations qu'on a évoquées tout à l'heure. Première condition, secteur hôtelier, condition de durée, on ne dépasse pas 30 jours et on a les 3 prestations sur 4. Deuxième cas d'assujettissement, les logements en meublé à usage résidentiel. Ce sont les résidences seniors, les résidences étudiantes, qu'il y a. C'est assujetti à la TVA dès l'instant qu'il y a au moins 3 des 4 prestations rendues. Et vous avez en troisième lieu les locations indirectes. Les locations indirectes de logements dont la destination, nue ou meublée, dont la destination finale est le logement meublé. C'est le principe de l'exonération de l'article 260D des fournitures de logements meublés, ça on le rappelle, c'est une exonération de principe, mais on n'applique pas ce principe lorsqu'on est au 261D, quatrièmement, location consentie à l'exploitant d'un établissement d'hébergement dans le secteur hôtelier ou assimilé, ou bien un exploitant dans le secteur des résidentiels. Vous traduisez tout cela par dire qu'il n'y a pas beaucoup de changements, mais maintenant on a un texte qui semble conforme à ce que dit cette... Il y a peut-être une interrogation que l'on verra, c'est on avait dans notre texte des prestations proposées. Et là, le texte, c'est des prestations réalisées. Donc là, il pourra y avoir un certain nombre de cas particuliers où si on propose et qu'on ne réalise pas, eh bien, on réglera l'affaire de la Cour administrative de Marseille. Ensuite, il fallait s'interroger sur le taux applicable à ces locations. 10%, tant dans le secteur hôtelier ou assimilé que dans le secteur résidentiel à partir du 1er janvier 2024. D'autres dispositions concernant les taux visent les centres équestres, où on étend le taux de 5,50 à certaines activités qui n'en relevaient pas antérieurement, notamment l'enseignement et la pratique de l'équitation. Au fond, on a aujourd'hui du 5,50 sur la quasi-totalité des opérations réalisées par le centre équestre, à l'exception de certaines opérations telles que la location de boxe, sans que l'on s'occupe du cheval. On peut aussi rappeler que les véhicules à usage mixte ne permettent pas la récupération de la TVA, ça on le sait depuis toujours, que l'administration considérait que les véhicules qui transportaient les chevaux et qui transportaient en même temps évidemment des personnes, eh bien, ne permettaient pas la récupération de la TVA jusqu'à ce jour, et à compter de 2024, elle considère que, par exception à l'utilisation d'usage mixte du véhicule, on puisse récupérer la TVA. Le taux de 5,50 sur les droits d'entrée aux compétitions de jeux vidéo, c'est toujours surprenant que le législateur ne sache pas que le drame principal que vivent les parents et grands-parents, c'est de voir les petits jouer du matin au soir et du soir au matin aux jeux vidéo au point d'accorder un taux réduit de TVA pour leur permettre d'entrer moins cher dans les salles de compétition, pour sans doute apprendre encore à mieux jouer. C'est quand même un peu surprenant. Après, on va dire, nos enfants ne sont plus comme nous. C'est vrai, mais ils ont eu 5,50 de taux de TVA pour aller regarder les champions jouer aux jeux vidéo, et ils vont vouloir naturellement devenir champions. Et pour devenir champion,
Ils vont encore passer plus d'heures devant les jeux vidéo. C'est un drame général. Mais ils ne sont pas là, les joueurs. Heureusement. Bien, sinon je me ferais lâcher. Régime des œuvres d'art. Le taux de 5,50 est généralisé, sauf lorsqu'on applique la TVA sur la marge, où le taux restera de 20%. La TVA sur la marge ne sera plus applicable que dans le seul cas où il s'agit d'une application de droit de la marge et non plus sur option, puisqu'on supprime l'option pour la TVA sur la marge dans ce dispositif. Et d'autre part, quand on aura de la TVA sur la marge possible, parce qu'on aura acquis hors TVA et qu'on n'aura pas récupéré la taxe à l'origine, eh bien on aura la TVA sur la marge possible. Mais on ne pourra plus bénéficier du régime dérogatoire du calcul forfaitaire qui était égal à 30% du prix de cession du bien sur lequel on calcule la TVA. Donc on voit un changement. C'est un changement considérable pour ce secteur. Et c'est la raison pour laquelle, là encore, on fait intervenir le nouveau régime à compter du 1er janvier 2025 et non pas 2024. La territorialité de la location de biens meubles hors les moyens de transport, location à des non-assujettis hors Union européenne, taxation en France lorsque le service est utilisé en France. On ne sait pas trop ce que c'est, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cas particuliers, mais il s'agit, par exemple, du moins c'est ce que disent les textes, de l'allocation à un non-européen, un Américain, de ski ou de chaussures de ski au sport d'hiver, etc. Bon, ben voilà. Est-ce que l'entreprise va demander la nationalité du loueur? C'est pas sûr, mais c'est ça la question, parce que comme il est hors Union européenne, que le service est réalisé en France, eh bien, il n'était pas taxable. Désormais, il est taxable. Voilà. On bouche un petit trou dans la raquette. Et nous en arrivons au droit d'enregistrement. Droit d'enregistrement, le pacte Dutreil, et notamment quelques précisions qui vont être apportées par la loi, alors que ces précisions ne remettent en cause pratiquement rien de ce que l'on appliquait, parce que d'une part, on va rendre légale la doctrine administrative qui avait été un peu mise à mal par la Cour de cassation et par le Conseil d'État en 2023, et donc on va valider la doctrine à travers un certain nombre de dispositifs. Moi, ce que je souhaiterais, parce que je fais presque toujours, dire d'abord que le pacte Dutreil, c'est une mesure extrêmement favorable sur le plan fiscal. Que cette mesure, contrairement à ce que l'on pense, n'implique pas nécessairement qu'elle ne puisse concerner que des entreprises qui vont être transmises à titre gratuit à des ayants droit, qui vont reprendre l'activité du donateur en particulier. Et je vais essayer de vous retenir cet exemple, mais il faut partir de la fin de l'histoire, c'est-à-dire quelles sont les conditions pour bénéficier du pacte Dutreil qui vous apporte un avantage d'une réduction des droits d'enregistrement de 75% de leur montant, qui est sans plafond, qui est exceptionnel. Pour ce faire, il faut d'abord conclure un engagement collectif de conservation des titres de 2 ans. Puis, au terme de cet engagement collectif de conservation, je donne les biens, les titres, et les donataires s'engagent à conserver les titres pendant 4 ans, et parce qu'ils s'engagent à conserver les titres pendant 4 ans, ils vont bénéficier de l'abattement de 75%. Pour le moment, c'est juste une transmission de titres. Pendant l'engagement collectif, il faut que l'un de ceux qui ont conclu l'engagement collectif exerce les fonctions de direction. Et l'engagement collectif peut être aujourd'hui signé par une seule personne, depuis 2019. Bien. Donc il faut que le donateur exerce les fonctions de direction. Ça tombe bien, c'est moi qui signe.
Et puis ensuite, après la donation, il faut que l'un de ceux qui ont conclu l'engagement collectif ou individuel exerce des fonctions de direction pendant au moins 3 ans. Je traduis. J'ai donné 4 ans plus tard, le pacte d'Utreil est validé définitivement, sous réserve que pendant les 6 ans que je viens de passer, il y en a eu 5 où j'avais un de ceux qui ont conclu l'engagement collectif de conservation qui était le dirigeant. Maintenant, je vais donner une explication. Prenons un exemple. Je suis industriel. J'ai 2 enfants qui sont notaires. J'ai une entreprise qui vaut 10 millions d'euros. C'est bien. Qu'est-ce que je fais? Je dis, cette entreprise, elle est destinée à être vendue. Il n'y a pas un de mes enfants notaires qui va devenir un jour industriel. C'est d'autant mieux pour l'industrie d'ailleurs. Donc il sait que l'entreprise est destinée à être vendue. Quand? Quand il ne va plus travailler. Quand je vais arrêter de travailler. Je sais à peu près quand je vais arrêter de travailler. C'est quand je vais atteindre l'âge normal de la retraite. Je vais me mettre une petite marge d'1 année, on ne sait jamais, qu'importe. Donc je me dis, quand j'aurai 66 ans, à peu près, l'entreprise sera vendue. Mais jusqu'à cet âge-là, il faut que je reste le dirigeant. Donc je remonte le temps. 66 ans, donc moins 4 ans d'engagement individuel de mes notaires. Donc à 62 ans, je donne les titres à mes notaires qui s'engagent à les garder pendant 4 ans. Et moi, à 60 ans, je conclus l'engagement collectif de conservation, c'est-à-dire le pacte d'Utreil. Bien. Maintenant, je suis dirigeant pendant les 2 années d'engagement collectif et pendant toute la période au cours de laquelle mes enfants ont souscrit l'engagement individuel. Et je reste le dirigeant jusqu'à la vente de mon entreprise. Tout est bien. Est-ce que j'ai transféré à mes enfants une entreprise? La réponse est ambiguë. J'ai transféré le prix de vente d'une entreprise 4 ans avant la vente. Mais ils n'ont jamais été repreneurs de l'entreprise. Ce qui veut dire que tous vos clients qui pensent qu'ils ne peuvent pas faire de pacte d'Utreil pour transmettre le prix de cession de leur entreprise ou pas leur entreprise, parce qu'ils n'ont pas de repreneur dans leur famille, eh bien, ils se trompent de cible. C'est possible. Donc, vous voyez, le seul problème, c'est quand je dis je vends l'entreprise, ce n'est pas exact. Ce sont mes fils qui vendent l'entreprise, parce que ce sont eux qui sont associés. Et donc, ils vendent l'entreprise, et moi, qu'est-ce que j'ai dans ma poche? Rien. Et c'est là que j'ai été trop gentil. Et c'est là que votre client, il va vous poser cette question. Et moi, comment je vais vivre de 66 ans à 96? Il m'en reste 30. Comment faire? Alors là, après, c'est à vous de vendre ou pas le produit. Mais vous voyez, c'est ça le pacte d'Utreil. C'est très intéressant. Et ça permet encore d'obtenir quelque chose auquel on ne pense pas. C'est quand j'ai donné mes titres de ma société de 10 millions à mes 2 enfants, sur lesquels on a eu l'abattement de 75% de droits d'enregistrement, j'ai effacé les plus-values sur les titres. Je ne paierai jamais. Si vous aviez 10 millions de plus-values sur les titres, je viens par la donation d'effacer la plus-value, donc de gagner 3 millions. 3 millions d'abord, plus à peu près 3 de droits d'enregistrement, ça fait 6 millions de gains sur 10. Si vous trouvez mieux dans la fiscalité française, vous me le dites. Donc, voilà. Alors, simplement, pour appliquer ce pacte d'Utreil, eh bien, il faut exercer des activités opérationnelles. BIC, activités commerciales, industrielles, libérales, agricoles, qui relèvent des articles 34 et 35. Et si on
n'exerce pas ces activités, on ne peut pas l'avoir. Et là, il y a une discussion longue entre l'administration et les contribuables, les redevables, où l'administration a dit « Moi, ce pacte Dutreil, je ne peux l'accorder si on est en présence d'une société qui gère son propre patrimoine immobilier ou mobilier. » Et il exclut de ce fait la location meublée et il exclut de ce fait les activités de loueurs d'immeubles industriels munis des moyens d'exploitation. En 2023, le Conseil d'État et la Cour de cassation sont revenus un peu remettre en cause cette doctrine en disant elle est peut-être un peu rapide. En disant c'est pas parce que c'est une activité de location meublée qu'on peut systématiquement considérer que ce serait de la gestion de son propre patrimoine comme la doctrine le dit. Il dit que ça, le Conseil d'État. Mais en disant cela, il dit la doctrine est un peu trop rigoureuse. La Cour de cassation dit à peu près la même chose sur la location d'immeubles industriels munis des moyens d'exploitation, etc. Face à ces jurisprudences, on attendait, comme tout le monde, que l'administration fasse prendre un texte par le législateur, ce qu'elle a fait. Elle a dit les activités éligibles au pacte Dutreil, ce sont celles qui sont définies aux articles 34 et 35 du CGI, ce sont les activités opérationnelles, en excluant expressément dans le texte les activités de gestion de son propre patrimoine, mobilier ou immobilier, ce qui fait que le caractère systématique ou pas de la doctrine est devenu un caractère systématique de la loi, et donc maintenant on est au clair. L'administration en a profité pour s'interroger sur l'activité mixte. Vous savez que à l'origine on disait qu'il fallait que l'activité soit uniquement opérationnelle, puis après on a étendu aux activités mixtes, c'est-à-dire une activité opérationnelle accompagnée d'une activité civile. L'administration admettait dans sa doctrine qu'une activité civile puisse exister, mais à condition qu'elle ne soit pas prépondérante. Ça a été repris dans la loi. L'activité non prépondérante civile n'interdit pas le pacte Dutreil sur l'activité opérationnelle. Elle précise aussi dans la loi, alors qu'on l'avait déjà depuis fort longtemps dans la jurisprudence et la doctrine, que les sociétés holding animatrices pouvaient bénéficier du pacte Dutreil, tout en indiquant, en étendant un peu l'information en disant qu'il faut qu'elles animent les filiales et les sous-filiales, ce qui n'était pas une condition posée. Ce dispositif s'applique à compter du 17 octobre 2023. Voilà un autre texte qui mérite peut-être une attention particulière. Ce sont les donations ou les cessions d'entreprises au profit de salariés ou au profit de proches. Nous sommes dans les droits d'enregistrement. Dans les droits d'enregistrement, vous avez les droits de vente, quand il s'agit d'une mutation à titre onéreux, ou vous avez les droits de succession-donation, quand il s'agit d'une transmission à titre gratuit. Les deux opérations sont visées puisqu'on a donation et cession. Évidemment, les droits les plus élevés, ce n'est pas les droits de vente. Les droits de vente, c'est sur un fonds de commerce, grosso modo, c'est 3%. Donc 3% sur 500 000, ça fait 15 000. C'est pas dramatique, c'est mieux d'être exonéré sur 15 000, si j'ai... Mais les droits de donation sont plus importants parce que si je donnais une entreprise à un salarié qui est, pour moi, un tiers, les droits de donation sont de combien? 60%. Autrement dit, le texte qui est sous vos yeux, qui permet d'avoir un abattement de 500 000 € en cas de donation d'entreprise aux salariés, permet peut-être d'avoir un avantage fiscal de 300 000 €. C'est pas rien. Et le donateur, si l'entreprise vaut moins de 500 000 ou à 500, qu'est-ce qu'il a le donateur? Il a le 238 quindécies qu'on a vu tout à l'heure, puisqu'il peut s'appliquer tout autant à la vente qu'à la transmission gratuite. Bien. Petit texte sympathique.
La question qui peut vous être posée, c'est la suivante. Est-ce qu'un salarié peut être un proche? Alors le salarié, c'est celui qui a un contrat de travail duré depuis au moins 2 ans, etc. Bien. Et le proche, c'est les ascendants, descendants et frères et sœurs du cédant ou du... Donc on sait. Alors la question vous avez compris que la donation aux proches, c'est pas bon, mais la cession aux salariés, aux proches, c'est bon, et la donation aux salariés, c'est bon. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que le texte soit bien appliqué pour nous? C'est de savoir si on peut donner à un proche qui est salarié. Dans ce cas, on donne à un salarié et on efface le proche. Si je réponds oui à cette question, et je réponds oui à cette question, ben vous avez un système très facile où je donne l'entreprise à mon fils. Article 238, quinquies, pas de plus-value taxable, à 0 impôt. Et mon fils reçoit par donation cette entreprise, il a l'abattement de 500 000 €, pas de droit de succession et de donation. Voilà des petits textes qui, quand on les regarde un peu de près, peuvent trouver des cas d'application utiles. Excusez-moi, s'il vous plaît. Alors, il y a quand même une condition, parce qu'évidemment, il y a une raison objective, c'est que cette non-imposition implique, là, dans ce cas, que l'acquéreur ou le donataire exerce l'activité dans l'entreprise qu'on lui a donnée ou qu'il a acquise pendant une période d'au moins 5 ans. Mais en général, c'est ce qui peut se passer. Mais ce qui implique que l'activité du donateur et du donataire soit la même. Il faut qu'il soit boulanger. Les exonérations, transmission de biens donnés à bail à long terme, biens ruraux, aménagement du régime où vous avez 75% aujourd'hui jusqu'à 300 000 et 50% au-delà, et sous réserve de conserver les biens pendant 5 ans. Et on peut ajouter une mise en place d'un seuil alternatif, c'est la loi de finances, 75% sur 500 000 au lieu de 300, mais dans ce cas, on conserve les biens pendant 10 ans. Succession à partir du 1er janvier 2023. Cession de parts de sociétés à prévoyance immobilière. Là, c'est plus un texte pour les notaires. Quand il y a une cession de parts, l'administration a envie de savoir quels sont les droits, les taux des droits qu'il faut appliquer. Je rappelle qu'en matière d'actions, c'est 0,1, qu'en matière de parts sociales, c'est 3%, et qu'en matière de parts de sociétés à prévoyance immobilière, c'est 5%. Que la définition de la préférence immobilière en droit d'enregistrement, ce sont des sociétés dont l'actif est composé à plus de 50% par des immeubles, y compris si les immeubles sont utilisés dans le cadre de l'activité de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas quand on est en matière de droit d'enregistrement. L'administration a envie de ne pas se laisser tromper par des cessions de titres qui couvriraient des transmissions de biens immobiliers sans qu'elle puisse les taxer à 5%. Donc elle exigera dans la déclaration qu'on précise si la personne morale est une société transparente, 755 ter. Elle précise que si les titres confèrent aux cessionnaires, directement ou indirectement, le droit de jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble, eh bien, il faudra l'indiquer. Ensuite, il y a une information que vous-même vous allez comprendre, c'est le fait de savoir si dans ces sociétés, il y a un passif, des dettes qui sont contractées auprès du cédant par la société. Eh bien, on veut savoir si le cessionnaire va les payer ou pas les payer. Parce qu'évidemment, si on ne les paye pas, la valeur des parts, ce n'est pas tout à fait la même que si on les payait. Donc ces informations-là, je vais plus vite, ce sont celles que vont vous demander les notaires. Parce qu'il n'y a pas de sanction particulière si on ne les remplissait pas. Simplement, vous connaissez les notaires. Ben, les notaires, ils se connaissent l'existence de ce texte.
Donc dans les prochaines cessions de titres de société, eh bien, ils devront procéder à cette analyse en disant, premier chapitre, c'est des cessions de titres de société qui n'emportent pas transfert de propriété immobilière. Donc on est sûr que ça sera appliqué grâce au notaire, quand bien même il n'y a pas de sanction. Le quasi-usufruit, c'est un peu compliqué, c'est pour les jeunes. Le quasi-usufruit, c'est un usufruit qui porte sur une somme d'argent. Déjà, quand on donne la nue propriété d'un bien à une personne, s'il réfléchit bien, il s'aperçoit qu'on ne lui donne rien. Hein? Je donne la nue propriété de mon appartement à mon fils, qu'est-ce que je lui ai donné? Rien. Je lui ai donné la possibilité de payer moins de droits quand je vais mourir. Mais pour l'heure, c'est moi qui occupe l'appartement. Et il ne peut pas me mettre dehors.